Cette émission est une présentation de Desjardins. Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes à Saint-François-du-Lac, sur la terre familiale des Beauchemin. J'ai un représentant de la famille Beauchemin, la patrie linéaire, si on veut, en la personne de David Beauchemin. Et il y a Joanne Filiatro, conjointe de Jean Beauchemin, père du précédent. Hein, on est situé. Et mère Et voilà, on est situé. Et Ouais. là, on va parler de différents projets. Plus tôt, dans une autre émission avec Joanne Filiatro, avec Jean Beauchemin, le paternel, il a été question de l'organisme parapluie Les Ouvriers de paix et tous les projets qu'il peut mener. Et ben, on n'avait pas fini de faire le tour. On n'avait pas fini de faire le tour. Et aussi, ben, il y a une contamination croisée de gens entreprenants qui ont eu des enfants, qui eux-mêmes entreprennent. Et nous avons fait une autre entrevue avec David Beauchemin sur la musique, mais on a oublié de parler de Vesmire, Oui. le grandeur nature, Ouais. qui a vu le jour ici même, sur le terrain où on se trouve. Ouais. En fait, ben, tu sais, pour Vesmire, vous avez parlé dans une autre émission, vous avez parlé des ouvriers de paix, mais Vesmire a vu le jour à travers et grâce à l'organisme Les Ouvriers de paix. Mais oui, en fait, Vesmire, c'est d'abord une passion que je partageais, tu sais, le médiéval fantastique, le grandeur nature médiéval fantastique, c'est une passion que je partageais avec mon frère Michael. On avait, à travers l'organisme, il y avait eu pendant 3-4 ans, il y avait eu il y avait des camps d'été médiévales dans lesquels il y avait des ateliers qui étaient donnés à des jeunes et tout, travail manuel, trucs comme ça, mais toujours axé sur un peu l'époque médiévale, fait que même, je pense, un peu de poterie aussi qu'on avait fait, des activités comme ça. Et puis, moi, ben, à travers ça, se développe, là, je suis quoi, pré-ado à ce moment-là, j'imagine, dans ce coin-là, se développe une passion pour le médiéval fantastique, et puis, éventuellement, l'idée d'aller faire de grandeur nature émerge avec mon frère, Michael. Mais on se heurte rapidement au fait qu'on est jeune. À ce moment-là, on doit avoir 13 ans, quelque chose comme ça, 13-14 ans. Et la plupart des grandeurs nature au Québec n'accueillent pas des jeunes si jeunes que ça. Pas trop loin, on a Bicoline. On a Bicoline à Saint-Mathieu-du-Parc, qui est en fait le plus grand grandeur nature en Amérique du Nord, qui est immense, que je n'ai pas fait, un jour peut-être. Ça commence à quel âge? Parce qu'il y a des familles qui vont là à Bicoline. À Bicoline, oui, mais accompagné justement des parents. Ah. Puis il y a quand même. Bon, là, je suis pas spécialiste de Bicoline, là, mais je sais qu'il y a des zones, en tout cas, il y a des moments aussi dans la journée. Tu sais, il y a de l'alcool à Bicoline. Là. Fait que l'alcool est permis. Il y a des combats aussi. Oui, il y a des combats aussi. Fait qu'il y a comme j'imagine, des portions dans la journée ou des portions du terrain qui sont peut-être pas accessibles aux mineurs, etc. Donc, nécessairement pour Bicoline, c'était sûr, ce serait pas Bicoline notre premier grandeur nature. Et bref, on se dit, ben coudonc, ce serait le fun d'avoir un grandeur nature où les jeunes peuvent venir. Et ben, coudonc, on n'est pas plus fou qu'un autre, on serait capable de s'en partir. On aimerait ça. On a grandi aussi en se faisant beaucoup de jeux. Entre les frères et sœurs, on aime ça s'inventer des jeux et tout. Fait que pour nous, ça coulait de source. Et là est entré en lice les ouvriers de paix parce qu'ils nous ont proposé, en fait, le conseil d'administration, nous a proposé à Michael et à moi de nous accompagner, au fond, dans le lancement du Grandeur Nature. Fait qu'ils nous ont... ils ont engagé quelqu'un qui était une femme qui avait travaillé dans un autre Grandeur Nature du Québec, Bélénos, qui avait travaillé là pendant plusieurs années. Et qui avait, au fond, ces connaissances-là que nous, on n'avait pas à l'époque, de comment ça fonctionne, les règlements, le côté plus technique, au fond, de comment on peut faire ça. Et donc, elle nous a beaucoup aidé à lancer ça. Et après, ben oui, on a lancé les premiers événements. On s'est rendu, je pense, presque au-dessus de 40, il me semble, joueurs, là, dans le plus gros événement qu'on a eu, ce qui était franchement cool. Et puis, éventuellement, ben... Le GN a poursuivi sa course sans moi. J'ai décidé de me retirer de ça puisque je passais à autre chose. Mais ça a été pour moi
la première vraie expérience d'entrepreneuriat. Probablement un moment de piqûre aussi pour ça. Puis c'est ce qui... Encore aujourd'hui, il y a des choses que j'ai appris là-dedans qui me servent énormément aujourd'hui aussi. Puis de voir que ce grand nature-là, encore aujourd'hui, il y avait une activité la fin de semaine passée. Ça existe encore. Il y a eu une pause COVID, mais là, maintenant, ça revit. Exact, il y a eu une pause COVID, comme tout a connu une pause COVID, là. Mais ouais, de voir que ça existe encore aujourd'hui. Une nouvelle génération de jeunes peut découvrir ça. Exact. Et puis des anciens aussi. Ceux qui ont repris ça, c'est des gens qui étaient là, je pense, dès les premières activités, qui ont toujours beaucoup aimé le terrain, qui ont beaucoup aimé l'univers qu'on avait créé. Maintenant, ils ont fait un peu leur truc avec ça, ils l'ont mis à leur couleur, mais ouais. On dit médiéval fantastique, mais beaucoup plus de fantastique que de médiéval. Un historien, un médiévaliste se retournerait dans sa tombe. Oui, évidemment. La seule chose qu'on emprunte au médiéval, c'est les épées et les armures. Le costume. Oui, exact. Mais même pour les épées et les armures, on est loin de quelque chose qui est historique. Là. C'est sûr qu'une épée en mousse au médiéval, à l'époque médiévale, ça serait pas... C'est ça. Et puis l'armure de cuir à l'époque médiévale, c'est un peu moins ça. Là. Fait que, bref, mais tout ça pour dire que... Il y a du plaisir à avoir là-dedans, puis c'est formateur. L'objectif, c'est que ce soit ludique. L'objectif, c'est que ce soit agréable. Est-ce que les gens dormaient sur place? Oui, exact. Ça durait pendant combien de... C'est une fin de semaine. Fait que les gens arrivent le vendredi en fin de journée, en après-midi, ils finissent de travailler, ils s'en viennent. Et puis après ça, ils finissent l'école quand on est assez jeune pour être à l'école. Et puis après, c'est ça. On joue jusqu'à dimanche en avant-midi. Ça se termine. Le dimanche avant-midi, c'est souvent tranquille. Souvent, les activités durent jusqu'à tard dans la nuit. Fait que le dimanche matin, on se réveille un peu plus tard. Puis après ça, on remballe puis on part. Mais ouais, je trouvais que c'était très, très formateur aussi pour des jeunes de pouvoir faire... Parce que c'est beaucoup de théâtre, beaucoup d'improvisation. De pouvoir avoir accès à ça, à être dehors aussi, on en parle beaucoup. Les écrans, ça prend une grande place dans notre vie. D'avoir un moment, une fin de semaine où tu es absolument déconnecté de ton téléphone, ça fait beaucoup de bien. Fait que je pense que pour ça, il y avait des... je pense que ça a été ça la justification aussi pour les ouvriers de piste qui les ont encouragés à nous accompagner là-dedans. C'était ce côté-là, d'offrir aux jeunes une alternative à l'écran, une activité en plein air, une activité qui était formatrice. Et là, on était à l'orée du bois à la vue des parents ou on s'enfonçait un peu plus? Ah non, on était dans le bois. Le bois. Évidemment, en fait, l'espace où on se trouve en ce moment a été créé pour le grandeur nature à l'époque. L'objectif, c'était d'en faire une auberge. Et c'est encore comme ça qu'on l'appelle, là, l'auberge. Vous voyez peut-être à la caméra, possiblement, mais d'ailleurs, il y a des tables, il y a des tables longues, justement, où on pouvait s'asseoir. On servait des jus, des trucs comme ça ici pour pouvoir boire quelque chose, parce que quand il fait chaud, c'est des fois dur de s'hydrater. Fait qu'on avait cet endroit-là ici. Il y avait des tentes un peu autour aussi. On avait le permis de camping ici, fait que on peut faire ça. Et puis après, tout le champ, tout le boisé, et même par moment, on avait la grande terre à bois en arrière, qui est un plus grand espace encore, mais ça, c'était plus ponctuel quand on allait là. Mais vraiment, le boisé ici en arrière, c'est là où ça se passe. Là. Un beau grand terrain de jeu. Un très beau grand terrain de jeu. Ouais. Pourquoi Vesmir? Ah, mon Dieu, pourquoi Vesmir? Hey, tu me poses une question qui est... C'est un mot, c'était-tu pas en tchèque, ça? Oui, c'est à cause de Miro, ça. Oui, il y avait un homme qui était ici, qu'on accueillait pendant un certain temps, un Tchèque qui était ici. Tu sais, les ouvriers de paix ont justement, tout le long de l'histoire des ouvriers de paix, on a accueilli des gens qui étaient en réinsertion au travail ou des gens en période de transition. Miro, c'est un ami qu'on s'est fait, un ami de la famille qu'on a eu, et puis qui avait besoin à un moment donné d'un espace, et puis on l'a aidé à ce niveau-là. Et puis, il nous avait dit, Vesmir, ça veut dire, je pense, univers, ou quelque chose comme ça, en tchèque. Et puis, ça nous avait parlé, on s'était dit, voilà, c'est ça. Ça sonne. Exact. Il y a un sens. Exact. Puis, il dessinait beaucoup. On avait utilisé beaucoup de ses dessins. Il dessinait très bien. On a utilisé beaucoup de ses dessins pour faire des blasons de certaines nations, du truc, etc. Bref, Miro qui est décédé maintenant depuis plusieurs années, mais qui a été aussi collaborateur sur ce projet-là. Ouais. Ça permet d'avoir une petite pensée pour lui. Puis oui, absolument. Tout cet univers-là évoque des beaux souvenirs d'une période. Absolument. Ouais. De jeunesse, ouais. Fermons ce chapitre. Absolument.
Ensuite, on va parler des éditions Tsimantou qui vous réunissent. Ouais. Ouais. Alors ça, cette idée-là vient de où? La maison d'édition. Ben, moi, je suis écrivaine, fait que, puis j'ai publié chez Goélette d'abord. Mes 2 premiers livres ont été publiés là. Puis j'ai découvert, en faisant des recherches, qu'il n'y en avait pas ici de maison d'édition. On était la seule région au Québec, là, quand même, qui n'avait pas de maison d'édition générale. Puis ça me parlait beaucoup. Je me disais, mais pourquoi? Pourquoi pas? Puis en plus, je trouvais ça... Tu sais, je me disais, comme auteur, c'est important tellement d'avoir une relation de proximité avec la maison d'édition. Ce qui était, tu sais, Goélette, c'était à Montréal, c'était à Saint-Hubert, mais en tout cas, c'était loin, puis c'est gros. Alors, c'est de là qu'est venue l'idée. Je me suis dit, ben pourquoi pas? Puis on est allé rencontrer, puis David, ça l'intéressait aussi. Fait qu'on est allé rencontrer quelqu'un à Culture Centre du Québec. On a parlé du projet, puis les autres, on était bien, bien enthousiastes. Fait que c'est comme ça que on s'est dit, OK, on plonge. Puis on l'a fait, hein? Ouais. On l'a fait. Ouais. Ouais. Encore une fois, c'est important comment on nomme les choses. Tsimantou. Oui, Tsimantou, ben, ça veut dire, en fait, grand esprit en Naskapi. Ça nous parlait comme nom, la consonance est belle. Tu sais, c'est quand on dit le grand Manitou, tu sais, c'est un peu ça, là, mais dit en Naskapi, Tsimantou. Puis on voulait justement ouvrir l'esprit, ouvrir grand par la lecture, mais aussi, c'est ça, de permettre aux auteurs de la région d'être publiés, d'avoir un accompagnement et tout. Fait que tout ça... On voulait aussi tendre la main à une période où on parle beaucoup de réconciliation. On s'est toujours fait un point d'honneur de laisser une grande place aux écrits qui étaient écrits par ou sur les Premières Nations. Et pour ça, on s'est dit, ben oui, allons-y avec Tsimantou. Je pense que ça a été une des bonnes raisons pour ça aussi, d'appeler Tsimantou. Parce qu'ici, il y a une communauté autochtone toute proche, en Oui. fait, juste de l'autre côté de la Donc, rivière. Communauté Alors, abénaquise d'Odanak. Ouais. Odanak, voilà. Donc, les gens du coin ont une proximité quand même avec les Abénakis. Donc, Oui. c'est peut-être là qu'il y a aussi une sensibilité particulière. Absolument, absolument. Ben oui, bien sûr. Donc, fondation, quelle année? Une question, hein, Fondation. Attends, le premier livre, on l'a publié en 17, 18? 2017 ou 2018, oui. Ah, c'est quoi, là, il me Non, semble. ouais. Je pense, si je me rappelle de mes notes, 2018, lancement officiel au musée. Des Ah, Abénakis, ouais. Des d'Odanak. Abénakis. OK. Fait que ça veut dire depuis 2017, quelque chose comme ça. Ouais, qu'on travaille qu'on travaille là-dessus, ouais. sur le projet. Et jusqu'à présent, là, au niveau, en termes de, de quantité d'ouvrages publiés, un peu les genres aussi publiés. Ouais. Ben là, on est rendu à 7 écrits publiés. On a 2 livres de poésie québécoise, puis poésie haïku. On a aussi un récit de vie, Agnès Urti, qui est écrit par une dame de Drummondville qui a vécu comme infirmière dans le Grand Nord pour soigner les peuples là-bas, à proximité des Inuits. Donc, elle raconte son expérience, elle raconte le choc culturel, elle raconte la vie. Elle a beaucoup, beaucoup aimé cette proximité-là avec les Inuits. Donc, ça, c'est intéressant. On a aussi un livre historique qui raconte l'histoire des Abénakis, écrit par un auteur qui habite à Odanak, qui est marié à une Abénakise, Patrick Côté. C'est un des livres qu'on vend bien parce qu'effectivement, on est en recherche actuellement de connexion avec les nations, Premières Nations. Donc, ça, c'est intéressant. On a aussi des romans, dont un que moi j'ai écrit qui s'appelle Mémoire d'Outarde. Et on a aussi un conte pour enfants, le tout dernier né, qui s'appelle... Mémoire d'Outarde. Non, Mémoire d'Outarde. Non, qui s'appelle, Cervelle d'oiseau. Ah, ça d'oiseau. Puis Non, qu'est-ce t'as qu'on a raison. aussi, il me semble qu'il Mémoire manque. d'Outarde, c'est Ouais, le- c'est un roman. T'as raison. Il me semble qu'il manque. Ah, il y a l'Apocalypse décrypté aussi, qui est un livre plus à caractère spirituel, prophétique, donc tout un autre genre. Fait qu'on touche un peu toutes sortes de styles d'écriture. Ouais. Cervelle d'oiseau, je pense que j'ai lu le synopsis. OK. C'est que vous étiez visité par Famille des Lucas. oiseaux, puis là, ça a permis de voir un peu le vécu Oui, intime. J'aime beaucoup les animaux, mais particulièrement les oiseaux. Puis puis moi, vu que je vis près de l'étang avec ma mini-maison, je voyais cette famille-là, Outarde, tous leurs petits
les interactions et C'est tout. quelque chose. Ça m'a beaucoup inspiré, l'histoire que j'ai écrite là. Puis ça raconte en fait des faits réels. Ah. Le monsieur d'à côté qui a ses outardes qui s'échappent et qui s'en viennent sur notre étang, c'était vraiment ça. Là. Puis qui faisaient leur nid là, à l'étang. Puis le propriétaire venait les sécuriser pour pas que le renard ou que je sais pas qui les mange. Enfin, tout ça est inspiré de faits vécus. Oui, parce que le bois, c'est pas juste un terrain de jeu pour les enfants. Des fois, il y a de la faune. Ah oui, qui se promène énormément là-dedans, d'ailleurs. là, Énormément des d'ailleurs. ratons laveurs, des Ouais. renards. Ah oui, oui, J'ai toutes sortes vu- d'oiseaux. ouais, toutes oui, sortes puis j'ai vu un coyote passer à quelques reprises. Tu sais, il y a Avez-vous Ouais. entendu aussi? Oui. Ah, ça, c'est magnifique, Ah, on les ça, entend. c'est génial, ça. Quand Ouais. il y a la gang, là, quand La ils première se fois, mettent c'est- à japper. C'est particulier. c'est que tu te demandes tout le temps. Les premières fois, tu te demandes c'est quoi cette affaire-là qui ricane dans la nuit. Puis là, ça prend une couple de secondes, tu es comme, OK, Ok, c'est c'est un des coyote. C'est coyotes. hein. vraiment des coyotes. Ah, il y en a mais- dans l'île ici, en bas. Là. Ouais. J'aime bien ça, les entendre. En fait, ça me fait du bien de les entendre parce que pendant longtemps, on n'en a pas vraiment eu. Là. Puis, on épargne les détails, mais on a une grosse surpopulation de chevreuils. Là. Ah Fait que ouais, d'entendre ouais. les coyotes, c'est Ça prend des fait du bien. prédateurs. Exact, ça fait du bien. Il faut que la nature, Exact. le grand cycle de la vie se réinstalle. Là. On a même vu un opossum. Oui, un Dresse On opossum. a c'est ça vrai. au Québec? Oui, mon cher, droit ici à oui. Saint-François-du-Lac, on l'a vu de nos yeux vus Oh. un soir en s'en venant en voiture. C'était un opossum qui se promenait au bord de la rue. Ah ben. Ils sont rendus ici. On sait qu'ils montent là, des États-Unis. Il y en a Ben maintenant. oui, parce il y que en avait quand du on côté entend de parler, Beauvoir c'est vraiment ici. dans la littérature américaine, c'est dans Ah la fiction non, c'est américaine. rendu ici. Il y en à a l'écran, dans tout Montérégie qui ont ça. été Ah, observés. Il y en a à Trois-Rivières. Puis là, Wow. ben, il y en a un à Saint-François-du-Lac qui a été observé. Fait qu'on n'aura pas juste les tiques puis la maladie. Ah de non, Lyme, il y a va toutes avoir sortes. des On va voir les opossums. opossums pas manger les tiques, ce qui va être une excellente affaire. Excellent, c'est ça, mon c'est mon avis. bid. Ouais. Vos rôles respectifs Oui. dans la maison d'édition. Bien, on s'est échangé ça. Au départ, Oui. j'étais la directrice, puis à un moment donné, je voulais me concentrer sur l'écriture, puis je trouvais ça lourd de gérer tout ça. Puis David a dit, ben moi, ça me tente, fait qu'il est devenu directeur. C'est ça. À la base, j'étais directeur littéraire. C'est ça. Fait que mon travail, c'était d'accompagner les auteurs, les autrices, pour amener le roman à sa version finale. Tu sais, nous, on reçoit un manuscrit, et puis on en fait justement, on en fait une lecture, on aime bien, puis on se dit d'accord, ben, allons-y, on va vous publier. Mais comme dans n'importe quoi, dans n'importe quelle œuvre d'art, il y a un travail des fois de finalisation à faire. Et en écriture, ça se traduit par un travail souvent avec un directeur littéraire. Fait que mon travail était là. Donc, souvent, pas tant sur le fond, quoique des fois sur le fond, mais sur la forme surtout, hein, de clarifier certains trucs, amener. Et puis, j'ai beaucoup aimé faire ça. Ça m'a permis de travailler avec des auteurs, des autrices que j'aime beaucoup, des gens que j'admire énormément. Et puis après, ben, c'est ça, quand Joanne m'a dit qu'elle voulait se concentrer sur l'écriture, qu'elle me laisserait la direction, je me suis dit pourquoi pas. Fait que j'ai fait techniquement 2 ans, mais 1 an plus actif. La deuxième année, on n'a rien publié. On était, je pense, en temps de pandémie à ce moment-là. Il n'y avait pas grand-chose. Je pense, on a publié 2019, je pense, novembre 2019. Et puis après ça, c'était très tranquille pour l'année 2020. Une belle expérience aussi que j'ai eue à travers ça. Demandant, très demandant, mais belle expérience, bien fier de ça. Puis après ça, ben, Joanne avait plus de temps, fait que moi, je lui ai redonné ça. Moi-même, j'étais rendu ailleurs, j'étais rendu à d'autres projets, fait que je lui ai redonné la direction. Puis depuis, c'est Joanne. On s'échange. Oui, c'est ça. Pour avoir publication d'un recueil de textes de chansons, peut-être. Il pourrait y À avoir un toutes sortes de moment donné, trucs. C'est ce qui est génial quand on est gestionnaire de notre propre entreprise, c'est qu'on peut faire absolument tout ce qu'on veut avec. On est très flexible, agile là-dedans. On peut. Fait que oui, honnêtement, on pourrait faire après ce qu'on veut. Mais tu vois, là, ben, avec les éditions de Timantou, je sais que ce qu'on a appris là-dedans nous sert énormément pour les autres projets, entre autres avec le Chemin du Lac. C'est quelque chose qui est. Fait que ouais, c'est jamais perdu ces expériences-là. On va reparler tout à l'heure du Chemin du Lac. Ouais. Donc, favoriser les auteurs locaux, tendre la main aux communautés autochtones. Ouais. Où est-ce que vous voyez que ça va aller, les éditions Timantou? Qui sait? On ne le sait pas. Moi, je ne me questionne pas beaucoup sur l'avenir. Je suis quelqu'un qui est très dans le ici, maintenant. Puis,
On y va, un jour à la fois. Est-ce Puis que on vous regarde recevez ça. régulièrement des manuscrits? Là, même Actuellement, on de a ce temps-ci? fermé l'ouverture aux manuscrits parce OK. que en fait, le problème majeur qu'on rencontre, c'est qu'on n'a pas réussi à s'affilier à une maison de distribution. Puis sans distributeur, on ne peut pas aller porter nos livres à grandeur du Québec. Ouais. On couvre le centre du Québec, on va en porter à Victo, à Drummond, à Trois-Rivières, mais à Sorel. Mais tu sais, on peut pas... Puis si on ne peut pas couvrir toute la province, ben on ne sert pas nos auteurs, tu comprends? Parce qu'ils sont très peu lus ou vus. Ouais. Et ça, ben on s'est dit... On veut pas offrir un service à moitié. Fait que pour l'instant, on se contente là, de nos petites affaires. Bon, c'est sûr que si quelqu'un nous en proposait un, on prêterait attention, mais mettons qu'on ne court pas après. Parce qu'il y a d'autres ressources pour ceux qui veulent juste avoir l'objet en main. Oui. Il y a une maison d'édition, entre autres, qui fait, qui publie à compte d'auteur. Oui. Là. Oui. Donc, les gens peuvent faire produire leur ouvrage, puis après ça, c'est eux qui distribuent. C'est ça. Fait que, Beaucoup mais de gens si choisissent ça. Vous Oui. voulez être une vraie maison d'édition qui offre le service aussi aux auteurs de Exact, exact. distribution. Puis- Donc, puis- éventuellement, À compte peut-être d'éditeur, que oui. vous réussirez On Ça- va voir. ça à viendra combler ce peut-être. maillon-là de la chaîne. Ça serait bien. Au final, on a eu des retours de distributeurs reconnus au Québec et tout. Puis le mot d'ordre de tout ça, c'est pas ce que vous publiez nous intéresse pas. Le mot d'ordre, c'est on n'a juste pas d'espace dans notre service pour ça. Ouais. C'est que le marché du livre au Québec, je serais prêt à dire dans le monde, là, il est sursaturé. C'est que pour la consommation de livres qu'on fait au Québec, il n'y a pas assez de place pour tout ce qui se publie. Fait qu'au final, on a ce problème-là où il y a des super beaux écrits qui sortent des éditions de Semantou, mais il n'y a juste pas la place pour les mettre de l'avant. Ouais. Fait que comme Joanne disait, c'est pas un service à rendre aux auteurs que de les publier dans ces conditions-là. Ceux qui ont publié avec nous, c'est des gens qui avaient quand même envie de le sortir de cette manière-là, qui étaient en connaissance de cause. Là. Fait que ça n'a pas été un problème du tout. Puis je pense que ces auteurs-là sont très contents du résultat qu'ils ont reçu. Mais c'est ça, pour la suite des choses, évidemment, sans distributeur. Et il faut voir aussi la charge de travail que c'est. Parce que d'aller transporter les livres à Trois-Rivières, Victo, Drummondville, c'est quand même de la manutention, c'est de la gestion que, à travers tous les autres projets qu'on porte, c'est pas là où on veut porter notre énergie. Les bureaux des éditions Timantou sont juste ici derrière. Dans ces bureaux-là, il y a aussi les productions Vision. Alors ça, Joanne, parlez-nous de ça. Bien, production vision, c'est plus au niveau, justement, accompagnement d'artistes. Puis, beaucoup ça, mais aussi production vidéo. Moi, j'ai acquis un équipement vidéo quand même assez professionnel pour pouvoir, justement, c'est des choses que je prête. Je pense que je vais le mettre à but non lucratif, production vision, éventuellement, parce qu'en réalité, je ne fais pas une scène avec ça. Puis, c'est pas le but. Moi, l'argent, c'est pas ma priorité dans la vie. Donc, c'est plus de rendre service justement à des jeunes artistes, soit dans le domaine justement de la musique ou cinéma, ça pourrait être théâtre ou quoi que ce soit, des gens parce qu'on a aussi une banque de costumes assez quand même élaborée en haut. Donc, mettre à la disposition des choses qui peuvent servir l'art, puis servir ces jeunes. Moi, je crois beaucoup à la relève. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup accompagner des jeunes dans leur processus, justement, d'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui me fait énormément plaisir de faire bénévolement. Et c'est un peu tout ça, Production Vision. Au fond, je me suis donné des moyens de bien accompagner, puis d'outiller des jeunes qui veulent se lancer dans le domaine de l'art. Donc, on s'est doté de moyens. Jusqu'à présent, concrètement, là, c'est utilisé à quelle fin? Bien, c'est utilisé quand quelqu'un me demande, comme je pense Michael, notre fils là, qui était en production, ils ont lancé une entreprise avec des amis. Ils avaient besoin justement de louer une caméra puis de l'équipement, tout ça. C'est là pour ça, c'est là pour tout même David avait besoin d'un système d'éclairage pour son dernier show. Je l'ai mis à sa disposition, tu sais, au fond. Puis, ben, je m'en sers beaucoup aussi de cet équipement-là pour les ouvriers de paix, pour le chemin du lac, pour faire la promotion. Parce que là, on m'a dit, tu as un bon appareil photo, prends des photos. Fait que je prends des photos, puis c'est ce qu'on publie justement sur notre site web, nos médias sociaux. Puis c'est quelque chose que j'adore, là, faire de la photo, de la vidéo. Fait que
moi, je suis très heureuse dans ce projet-là. Ouais. Donc, on a un outil qui est là, Mm. qui va servir à la demande, Exact. éventuellement. Exact. Est-ce qu'on publicise le fait de son existence à l'outil? Si on veut que les... Moi, je On suis parle de pas- la relève, on parle Moi, d'entrepreneuriat je- jeunesse. Je suis vraiment pas bonne, moi, dans me promouvoir ou promouvoir ce que je fais. Je suis vraiment nulle. J'aime bien promouvoir les autres, par exemple. OK. Mais moi-même, c'est comme j'ai pas envie de faire ça. Je me dis, les besoins vont venir à moi. Le bouche à oreille va faire oui. le travail. Oui, c'est ça. Fait que je me soucie pas trop de ça. Peut-être. Bien là, on en parle dans l'entrevue. Ouais, Fait ben qu'il oui, y a du ça matériel qui est Ça existe. disponible. Exact. Du Pour bon Production matériel. Vision, Oui. Pour vos projets, pour si jamais. particulièrement des jeunes entrepreneurs qui veulent Yeah, créer. Qui veulent créer, parce que c'est ça. Ah oui. Pour moi, l'art, c'est fondamental. L'art, c'est l'expression de soi, c'est la découverte de soi, c'est aussi de faire resplendir dans le monde plein de nouvelles idées, de belles choses, de ce qu'il y a de meilleur dans l'humain. Moi, je pense que l'art exprime ce qu'il y a de meilleur dans chaque humain, puis que chaque humain devrait pratiquer une forme d'art, parce que c'est tellement ressourçant. Moi, quand je file pas ou quoi que ce soit, je vais écrire ou je vais justement faire de la photo ou quelque chose. L'art reconnecte à soi, au meilleur de soi. Puis c'est comme si tout d'un coup on retrouve l'élan, l'énergie, ça fait ressortir tout ça de nous. C'est vraiment, c'est prioritaire dans une vie, je crois. Puis comme c'est quelque chose qui rapporte rien la plupart du temps, puis qui coûte cher, dans bien des cas aussi, ben il faut qu'il y ait des mentors, il faut qu'il y ait des gens qui justement se préoccupent de susciter une relève, puis de l'accompagner, puis de l'aider. Et ça, c'est très présent en moi. C'est sûr qu'écrire, ça coûte pas cher. Non, c'est Mais ça. quand on parle des arts médiatiques, Et ça coûte cher. là, en c'est tout cas, d'autres oui. choses. Ouais. Yes. Le matériel, notamment. Absolument. On a fait allusion plusieurs fois au chemin du lac. Ouais. Derrière vous, il y a une grande carte. On voit le lac Saint-Pierre. On voit certains détails. Bon, j'imagine qu'en vert, c'est les terres plus marécageuses, là, parce que Exact. très grande zone humide autour du lac Saint-Pierre aussi. Alors, le chemin du lac, une idée de Joanne Filiatro, qui là a vu son aboutissement en 2023. Il n'y a pas si longtemps avait lieu ici la conférence de presse pour lancer le projet. Maintenant, récemment, il y a des gens qui ont fait le parcours au complet. Mhm. Ça leur a pris 2 semaines, une petite famille. Une petite Donc, famille. les premiers, ça fait que la glace est brisée, Yes. le chemin a servi, Mhm. et là, c'est de le faire connaître pour qu'il serve de plus en plus. Oui, parce que ces gens-là nous ont dit qu'ils étaient hyper satisfaits, ils ont trouvé ça merveilleux comme parcours et tout. Fait que ça nous encourage. Ils ont aussi souligné des choses qu'il faut corriger, des endroits où c'était pas clair la signalisation. Puis c'est pour ça aussi que cette année, on ne veut pas avoir tant de marcheurs que ça. On vise une 50aine parce qu'il faut roder. Ça se peut qu'on, tu sais, nous, on le fait, on sait où est le chemin. Fait que être sûr qu'eux autres vont comprendre la même chose que ce qu'on a voulu leur faire comprendre. Évidemment, ça nous prend les retours de ces marcheurs-là. Puis heureusement, ces gens-là sont généreux de nous dire, ben ici, on s'est perdu, on ne savait plus trop. Fait que là, on va retravailler tout ça. Ça fait partie effectivement du projet, de s'assurer que le parcours est parfait, là, tu sais, qui est bien parfait, dans la mesure du possible. Pour que les gens comprennent bien de quoi il s'agit, parce que là, vous êtes là-dedans par-dessus la tête depuis plusieurs années. 3 ans. Mais 3 ans. alors, en quelques phrases, le chemin du lac. Ben, le chemin du lac, c'est un parcours de randonnée pédestre qui fait 190 km à peu près, qui fait le tour du lac Saint-Pierre. Donc, rive nord, rive sud. Dans un sens. Dans un sens, exact. Fait qu'au fond, l'idée, c'est que les gens, ils vont partir d'ici. Ils s'en vont vers Bécancour, donc Saint-Grégoire. Ils traversent à Trois-Rivières. Ils reviennent par le traversé de Saint-Ignace de Loyola. Ils traversent vers Sorel, puis ils reviennent ensuite à Saint-François. C'est cette grande boucle-là. C'est un projet qui touche, je pense, 4 MRC, je sais pas combien de... 6. 6 MRC, je sais pas combien de municipalités. Moi, je t'ai rendu on est en 19. presque 20 municipalités. C'est un très, très gros projet. Je pense le plus gros que les ouvriers de paix ont croqué. Puis, et puis, c'est ça, c'est un projet qui vit maintenant, mais ouais, qui a une grande fierté. Ouais. Parce que vous avez de nombreux partenaires, et non les moindres. Ouais. Il y a des ministères d'impliqués. Oui.
Desjardins, par un de ces projets-là. Le Fonds du Grand Mouvement. Le Fonds du Grand Mouvement exact. est avec vous aussi. Exact. On a le Fonds du Grand Mouvement, les caisses aussi, à la base, les caisses Desjardins qui font le tour du lac Saint-Pierre aussi, nous avaient donné un montant au début du projet. Ensuite, le Fonds du Grand Mouvement. Au final, Desjardins nous a subventionné pour ça. Et puis, des bourses aussi au niveau fédéral, je pense, le Fonds pour les communautés en santé. Oui. Sinon, l'Ordre des évêques du Québec aussi, qui ont trouvé que le projet leur parlait beaucoup, fait que nous ont donné aussi pour ça. Puis le ministère des Affaires municipales du Québec aussi, qui a contribué largement aussi. Fait qu'évidemment... Oui, c'est ça. On a été surpris, nous, de la réponse. En fait, exact. Je pense que c'est parce que le timing était bon. Quand on a lancé l'idée aux médias, au fond, par la campagne de sociofinancement qu'on a d'abord fait avec La Ruche, les médias s'en sont emparés parce que les journalistes nous ont dit, là, il se passe rien. Pendant la COVID, on a juste à parler de COVID. Fait que oui, on va parler du chemin du lac. Fait que ça a comme fait un effet, franchement, qu'on n'attendait pas du tout. Puis qui a fait aussi la campagne, aussi l'engouement du public. Parce que la campagne de sociofinancement, on visait 7 000 $. On a reçu 10 000 $. Et ça nous a comme, OK. C'est comme un encouragement de dire, on y va. Puis là, on a engagé du personnel. On aurait aimé... Moi, personnellement, j'aurais aimé que ce ne soit pas moi, parce que je ne tenais pas à travailler concrètement là, sur le projet, salarié et tout, mais il n'y avait pas d'employés, il n'y avait personne qui se présentait quand on faisait les offres d'emploi. Mon poste aussi est arrivé vraiment, c'était juste une nécessité, on avait personne. Vraiment, l'objectif, c'est ça, c'était d'engager à l'extérieur des gens qui étaient formés là-dedans et tout, puis de dire... Mais finalement, non, ça a été... on s'est dit, si on veut que ça se réalise, il faut s'engager. Finalement, le noyau familial est très impliqué. Par la force des choses, c'était pas notre choix. Aussi, Judith, Judith, bien sûr. Judith faisait déjà partie du conseil d'administration. Mais Jean, il était à sa retraite pratiquement. Mais il croyait au projet, puis fait que tout ça s'est fait... un peu à partir du moment corps défendant. C'est ça. En fait, à partir du moment où tu fais une offre d'emploi, puis tu ne reçois aucun CV pour cette offre-là, il faut que tu trouves le moyen de faire avec ce que tu as. Puis tu sais, moi, en rentrant dans ce projet-là, comme responsable du développement du parcours, moi, j'ai dit au conseil d'administration, j'aurais dit, écoutez, j'ai pas toutes les compétences qu'on demande sur la feuille, là. Moi, je les ai pas toutes. Il y a des affaires que je ne saurais pas faire. Mais si vous me donnez ce mandat-là, je vais faire ce que je peux, tu sais. Puis finalement, on a bien fait, je pense. On s'en est bien sorti. Oui, il nous manque sur l'équipe quelqu'un qui est plus spécialisé en tourisme. Parce que là, une fois que le projet est ficelé, que le produit, si tu veux, il est réalisé, on a le produit en main, mais là, maintenant, il faut le promouvoir, il faut en faire justement un produit touristique exportable et tout. Ça, on se dit qu'à un moment donné, il viendra bien quelqu'un, mais oui, ça, c'est pas dans nos champs de compétences. Si vous êtes qualifié dans ce domaine-là, appelez-nous. Le numéro de téléphone, 450-249-1036. Appelez-nous. Excellente utilisation de votre caméra. C'est parfait. Vous avez compris le concept. Mais oui, c'est vrai qu'on cherche quelqu'un pour la suite des choses. Lancer le projet, c'est une chose. Le tenir au quotidien pour les prochaines années, c'en est une autre. C'est quelque chose qu'on s'est dit dès le départ du projet, qu'on n'y resterait pas pour le quotidien, on n'y resterait pas pour toujours là, dans ce projet-là. On va évidemment aider, on va continuer à travailler dessus, mais salariés comme ce qu'on fait là, on a d'autres projets qui demandent de plus en plus notre attention. Fait qu'il faut trouver quelqu'un pour nous remplacer. Et puis on s'arrange aussi pour cette année, là, ça va être ça, la grosse part du travail, ça va être d'automatiser une bonne partie des transactions, ou en tout cas des opérations qu'on doit faire. Le processus de réservation qui actuellement est presque fait entièrement par l'employé. On voudrait que le site web soit beaucoup plus... À la mitaine. Oui, comme je dis, à 50, c'est faisable. Mais là, si on a 150, oublie ça, là, on va virer fou. C'est vraiment quelque chose. C'est impressionnant. On est deux là, dans le bureau, puis on a de la misère. Mais là, vous êtes un peu attachés, je veux dire, oui, qu'une relève se prenne à un moment donné, mais le départ, c'est ici.
Ben oui. Oui, Ça, c'est exact. correct. Ça, c'est pas... Ça, on aime Accueillir bien des gens... rencontrer les gens. Là. Ah, On est bon là-dedans. On fait ça depuis toujours. Puis tu sais, c'est intéressant. C'est pas juste la famille, on fait ça depuis toujours. Chez mon père, ça a été ça, puisque je pointe là-bas, puisque juste à côté de chez nous, c'est la maison de mes grands-parents. Et chez mon père, ça a été ça toute sa vie aussi. Il y a toujours eu des gens qui venaient, c'était l'endroit de rassemblement. Il y avait toujours 30 personnes dans la maison la fin de semaine chez mon père, d'aussi loin qu'il se rappelle. Je pense que c'est quelque chose qu'on a conservé, ce côté-là d'accueil. Fait que pour nous, c'est pas un devoir, accueillir les gens, au contraire, c'est un grand plaisir. Si on n'avait pas voulu ça, on savait dans quoi on s'embarquait, si on n'avait pas voulu ça, on n'aurait pas fait le départ du parcours ici, on l'aurait fait à Sorel, on l'aurait fait à Trois-Rivières. Mais non, on veut que ce soit ici. Mais de travailler sur ce projet-là toute l'année, on le fera pas forever. On le fera pas pour toujours. Parce que là, bon, vous êtes déjà allé à Compostelle. Ben, sur les chemins de Compostelle, on ne s'est pas rendu à Compostelle. Non. On a marché à peu près 300 Sur les km chemins en de tout, Compostelle. en France et en Espagne. Oui. Il y a toujours un parallèle qui est fait, chemin Oui. du lac, Compostelle, tout ça. Compostelle, là, ça attire du monde en tabarouette. Ouais. Est-ce que vous verriez un tel volume de gens débarquer chez vous? Je pense pas. Compostelle a une histoire qui est très très longue. Compostelle, ça date justement de l'époque médiévale. Là. Je peux pas dire à quel moment ça a commencé, mais ça fait très 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 longtemps. Plusieurs centaines d'années. Ça a une notoriété immense, Compostelle. Chemin du lac, je pense pas qu'il y a cette vocation-là d'être aussi achalandé que Compostelle. Il y a des problèmes logistiques aussi à ça. On pense beaucoup à l'hébergement, là, qui est pas encore... L'offre d'hébergement qui n'est pas encore là. Mais bon, on a quand même une capacité d'hébergement ici d'une 20aine de personnes à la fois. Donc, actuellement, on ouvre à 4 personnes, 4 départs par jour, parce qu'il y a d'autres gîtes sur le parcours qui n'ont pas plus de capacité d'hébergement que ça. Mais déjà, tu vois, cette année, par rapport à l'année passée, il s'est ajouté 2 privés à Baie-du-Fèvre qui ont dit, ben moi, je veux lancer un gîte chez moi, je vais recevoir les marcheurs chez moi, donc des chambres. Puis un autre qui a dit, ben moi, j'ai un terrain, je vais bâtir de quoi là, puis je vais... Donc, ça commence déjà c'est une idée qui commence déjà La à boule de prendre neige. racine. L'effet Donc, les d'entraînement. gens voient l'intérêt, pas nécessairement financier. Je pense au gîte de M. Arthur, c'est pas financier, c'est vraiment de dire, hey, on va rencontrer du monde de partout, c'est des marcheurs, ils ont une histoire, tu sais, c'est intéressant. Puis, entre autres, la dame là, de Baie-du-Fèvre, du terrain de la commune, disait, moi, j'ai toujours rêvé d'aller à Compostelle, ça n'a pas marché, mais tu sais, de recevoir des gens qui marchent, ça va me faire un peu être dans cette ambiance-là, puis de pouvoir les rencontrer, voir pourquoi ils font ça, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est ça, au fond, qu'on veut créer un espèce de réseau de bienveillance, d'accueil. C'est ça qu'on cherche à faire. On parle de Compostelle, c'est un pèlerinage. David, toi, tu as utilisé l'expression randonnée pédestre. Oui, exact. Puis je pense que c'est une autre des différences qu'il y a avec Compostelle. C'est le fait qu'on n'a pas... Compostelle a une vocation spirituelle, mais est ancrée beaucoup dans le religieux, nécessairement. Là, c'est quelque chose qui a une histoire. Je veux dire, Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est ça. Mais on n'a pas cette vocation-là. On a définitivement cette vocation-là spirituelle. Je pense que n'importe qui a marché des longues distances sur plusieurs jours peut en parler. C'est un grand moment d'introspection, la marche comme ça. Et pour faire le point, je pense que c'est une des meilleures manières de faire. Particulièrement seul, là, parce que Particulièrement ça seul. peut se faire aussi en groupe. Mais même en groupe, je dirais qu'en groupe, tu parles jamais toute la journée en groupe. Tu peux parler un peu au début, un peu pendant, un peu à la fin, mais il y a des longs moments de silence parce que tu marches, parce qu'il fait chaud, parce que ton corps travaille. Fait que tu n'es pas en train d'avoir des grandes conversations avec les gens tout ce temps-là. Fait que l'introspection fonctionne peu importe le nombre de personnes qui est là. Donc, nécessairement, il y a ce côté-là. Mais oui, c'est pour ça qu'on parle de randonnée pédestre plutôt que de pèlerinage. Je pense que nécessairement, les gens vont faire l'association entre les deux, puis c'est correct. Mais je pense qu'on n'a pas envie que... On n'a pas ce désir-là de se faire appeler le Compostelle québécois. Là, on est autre chose. On a aussi, puisqu'on a aussi la vocation, oui, touristique, mais aussi la vocation de préservation des écosystèmes. Pour nous, c'est super important de sensibiliser les gens aux écosystèmes humides du lac Saint-Pierre et de leur faire découvrir ça. Et pour cette raison-là aussi, on
on est ailleurs, on fait autre chose. Compostelle, c'est la coquille Saint-Jacques, le symbole. Ici, Chemin du Lac, c'est la carapace, c'est la tortue. La En tortue, fait, ouais. il y a encore quelqu'un, il y a encore un être vivant dans la carapace. Il y a une tortue. Oui. C'est ça le symbole Oui. du chemin. Oui, parce que la tortue, d'abord parce que c'est un symbole justement des Premières Nations qui est fort, de la mère terre, la sagesse. On c'est se bien trouve important. présentement sur l'île de la Grande Tortue, sur la Grande Tortue. Les Amériques, c'est la Grande Tortue. Eh oui, et on est aussi sur le territoire Abénaki, ici, ancestral Abénaki. Donc, la tortue qui était dessinée pour le chemin du lac était faite par une dame, Siwi Wanolette, qui est à la fois, elle est Wendat et Abénakis. Abénakis. Et ce qui est important aussi de la tortue, c'est qu'on se disait, en même temps, nous, ce qu'on veut, c'est que les gens marchent lentement. Tu sais, il y a des gens une dame qui nous a dit récemment, moi, j'aimerais le faire en 7 jours, tout le tour. C'est sûr, si elle veut le faire, elle va le faire, puis c'est correct. Il y a des gens qui sont plus athlétiques que d'autres. Tu sais, il y a des gens qui aiment ça, se dépasser, puis c'est correct aussi. Mais nous, ce qu'on propose, on propose le tourisme lent. Donc, la tortue, là-dedans, nous enseigne à prendre notre temps. Il n'y a pas de course, tu sais, puis justement, à s'arrêter à un moment donné dans notre vie, puis prendre le temps de regarder, de rencontrer les gens, de découvrir les attraits, le musée des Abénakis et tout. Nous, on trouve ça fondamental. Fait que la tortue, c'est vraiment l'emblème du chemin du lac. Oui. Alors là, bon, on disait tout à l'heure, il y a un sens, notamment pour les hébergements, tout ça, il y a comme une séquence là, pour que tout marche, tout fonctionne. Donc, ça se fait ça se fait comme ça, sans anti-horaire. Alors, les gens partent d'ici. Et là, il y a des bornes. Ouais. On verra tout à l'heure, on prendra des images des bornes pour montrer physiquement, parce que c'est ça à quoi les gens se raccrochent une fois sur le chemin. Là. On doit trouver la prochaine borne pour être sûr d'être... Pour se rassurer qu'on est sur le Mais bon c'est chemin. ça. Puis, tu sais, on parlait de Saint-Jacques-de-Compostelle. Nécessairement, on a emprunté des trucs de Saint-Jacques-de-Compostelle pour faire notre projet. Il y a des choses qui font très, très bien. Moi, un des souvenirs forts de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est de suivre les coquilles. Tu sais, vraiment, ils ont trouvé le moyen d'avoir un symbole si simple et qui parle tant et qui est vraiment réconfortant, justement, quand tu marches, de te dire, OK, je suis sur le bon chemin. Tu n'as pas à réfléchir, je vais à la bonne place parce que tu suis ce chemin-là qui est tracé. Et on avait ce même espoir-là. On cherchait ce même symbole-là. Je pense qu'avec la tortue, on l'a trouvé. Mais à la différence de Compostelle, justement, nous, on est vraiment allé vers une borne avec de l'information dessus qui est plus complète. Et avec un guide du marcheur qui est vraiment fait pour le chemin du lac et qui indique aux gens exactement où aller, quoi voir, quoi manger. Qu'est-ce qui est possible de faire dans la région où il se trouve actuellement. Ouais, je pense qu'en ça, on en a fait quelque chose de bien ancré dans son milieu. Ouais. Un guide et aussi un carnet, ça aussi, je pense que ça se retrouve à Compostelle. Oui, c'est une Le inspiration carnet, de Compostelle. Les étampes. Exact. Très Oui, important. ça c'est quelque chose que... Moi, je ne l'avais pas vécu, ça, avec les étampes, Compostelle et tout. On n'avait pas été dans ce circuit-là quand on l'avait fait. Mais ma sœur, elle, quand elle en a fait un bout, elle a ramené ça, un carnet avec des étampes dedans. Puis c'est toi, je pense, qui a eu l'idée de l'intégrer. Ben oui, parce que quand Judith m'a montré ça, j'ai dit hey, c'est magnifique, c'est ça que ça nous prend, parce que puis c'est pour ça qu'on a appelé notre carnet le memento. En fait, c'est comme garder mémoire de mon passage, parce que les gîtes affiliés, évidemment, dans lesquels tu vas avoir dormi, vont avoir étampé, et puis chaque gîte a son étampe personnalisée, donc c'est toute l'histoire de ton parcours, puis tu peux mettre là-dessus aussi des adresses ou quelque chose, des souvenirs, des notes que tu as pris ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment ton petit... Puis c'est un passeport en même temps quand tu as ça. C'est comme, OK, moi, je suis Des étampes marchand. conçues par une artiste de Sainte-Monique. Oui, exactement, qui fait ça magnifiquement avec un petit couteau qui sculpte des petites étampes. C'est magnifique, le résultat est renversant. Nous, on n'en revient pas encore. C'est impressionnant parce que découvert notre graphiste travaille avec les propriétaires des gîtes pour trouver un symbole qui les représente. On s'arrange toujours pour avoir un symbole qui représente soit la faune, la flore du lac Saint-Pierre ou un élément architectural peut-être de la région où il se trouve qui serait pertinent pour l'étang. Et notre graphiste nous revient toujours avec des designs qui sont absolument géniaux. Mais moi, à chaque fois que je vois les designs, je me dis comment elle va faire pour mettre ça sur sculpter ça sur les temples, comment elle va faire. Puis à chaque fois, ça arrive, puis c'est exactement la même affaire. Et puis elle sculpte des petites lettres, là, le nom du gîte et tout.
Ouais. Ah non, écoute, on est chanceux, on a une belle équipe. Catherine, dont tu parlais, la graphiste, elle est tellement géniale. Elle fait des choses tellement magnifiques. Quel bonheur de travailler avec Toute elle. l'image, au fond, tout ce qu'on utilise comme image pour le chemin du lac, ou la plupart, vient d'elle. Tu sais. Fait que on a une belle équipe de jeunes. Absolument, absolument. Fait que là, vous avez monté un beau produit. Ça a été compliqué. On passe sur des terrains privés. C'est toujours, évidemment, il faut négocier, faut convaincre les gens de la bonne, disons, portée du projet, puis vendre ça, finalement. Là, vous disiez tantôt, bon, on va aller se vendre. Je pense que vous êtes des très bons vendeurs quand même, parce que vous avez réussi à faire... Toute cette tournée-là est possible maintenant. Là. Donc, vous avez convaincu un paquet de gens. On a convaincu un paquet de gens, qu'on n'a pas réussi à convaincre. Là. Puis ça, je peux en parler, puis c'était plus mon travail là, d'aller jaser avec le monde, d'aller explorer où est-ce qu'on pouvait passer, puis après ça, faire les liens avec les propriétaires. Puis je dirais, ce bilan-là, on n'a pas eu les droits de passage qu'on voulait avoir au départ. Il y a des droits de passage qu'on n'a pas obtenus. Je pense qu'il y a des gens... Et c'est intéressant. Je me dis qu'à terme, ce sera probablement différent. Mais je pense que la plupart des propriétaires qui n'étaient pas intéressés par le projet, c'est pas parce que le projet les intéressait pas, mais c'est plutôt la peur de ce que les gens allaient en dire. On est dans une zone qui est très, très agricole. Il y a beaucoup d'agriculteurs. Il y a des... Et il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont peur que les gens arrivent sur leur terrain et qui se mettent à critiquer ce qu'ils font. Qui se mettent à... Et moi, je pense que cette peur-là n'est pas fondée à terme, mais elle s'ancre dans une réalité. Et puis, c'est vrai qu'on est à une période où on regarde de plus en plus ce qui se fait en agriculture. On regarde avec un œil critique ce qui se fait en agriculture. On essaie de trouver les meilleures pratiques. Et il y a beaucoup de blâme qui est mis sur les autres agriculteurs. C'est quand la ville rencontre les champs, finalement. Oui, exact. Le bien-être animal, l'épandage d'apports, exactement. Tout ça. Exactement. C'est ce qu'il disait. S'il arrive dans mon champ, je suis en train d'étendre du purin, ils vont chialer, ils vont dire, mais tu sais, tout ça est naturel, ça fait partie du cycle. Et c'est qu'en fait, c'est que le chemin du lac est dans un endroit super intéressant parce qu'il y a cette cohabitation-là profonde qui doit se faire entre la nature, l'espace naturel, et l'exploitation agricole qui s'en fait. Et à ce titre-là, ce que je trouve génial dans la région, c'est qu'il y a plein d'agriculteurs qui ont fait des super bons coups, qui ont trouvé le moyen d'harmoniser ça le mieux possible. Il y a encore évidemment place à l'amélioration, mais il y a des super bons coups qui se sont faits et qui se font encore aujourd'hui. Et pour ça, je pense que les gens vont gagner à y aller parce qu'ils vont le découvrir, ça, en y étant. Et on veut aussi permettre aux agriculteurs d'avoir une voix au chapitre, de pouvoir s'exprimer. On veut faire une balado, entre autres, avec le chemin du lac, dans laquelle on veut faire venir des acteurs du milieu, des gens qui travaillent autant à la conservation du milieu, qui travaillent, et justement des agriculteurs, des entrepreneurs de la région, des gens qui ont un impact sur le lac Saint-Pierre, de près ou de loin. Et on veut que les gens apprennent à connaître ces personnes-là. Et justement, le mot d'ordre que j'entends des agriculteurs, c'est cette peur-là. Et ça nous a fermé beaucoup de portes pour ce parcours-là. Qui nous oblige à passer plutôt sur des chemins publics. Les rangs, par exemple. On a choisi quand même quel rang. On a choisi les plus beaux, où il y avait des choses à voir, mais il reste que on aurait aimé qu'il y ait plus de passages justement dans les champs ou dans les boisés, mais il faut effectivement que les gens acceptent. C'est comme ça. C'est ça. Et puis, au final, c'est pour ça, moi, je trouve ça dommage, parce que cette réalité-là, ils ont peur. Il y a une raison à ça. Je pense que sur les réseaux sociaux, on le voit beaucoup. Et en même temps, je pense que les gens sont indulgents. Je pense que les gens sont de mieux en mieux éduqués sur ce qui se fait ici versus ce qui peut se faire ailleurs dans le monde en termes de pratiques agricoles. Mais mon espoir, c'est ça. C'est que d'une part et d'autre de cette question-là, à la fin du chemin du lac, à la fin de leur parcours, on apprenne à se rencontrer puis à mieux se connaître parce qu'au final, je ne connais pas un agriculteur qui n'est pas profondément amoureux de la nature. Je pense qu'ils le font parce qu'ils adorent les animaux, parce qu'ils adorent la flore, qu'ils adorent ce travail-là d'être dehors, de pouvoir travailler de ses mains. Il y a quelque chose de très, très gratifiant dans le travail agricole.
Et en même temps, c'est un travail qui est tellement ingrat parce que justement, il y a peu de reconnaissance. Et il y a une réalité là, c'est vraiment eux qui nourrissent le Québec, c'est vraiment eux qui nourrissent. Fait que, on est dans des terres qui sont très, très fertiles. Il y a cette opportunité-là. Le chemin du lac, c'est pas que la nature sauvage, mais c'est aussi la nature maintenant qu'elle a été influencée par l'être humain. Et je pense que là-dessus, les gens vont être agréablement surpris de ce qu'ils vont découvrir ici, sur ça. L'apport de l'humain, des fois c'est pour le meilleur, des fois c'est pour le pire. Évidemment. Évidemment, on parle d'un lac, il y a eu de la pêche, il y a eu des moratoires sur certaines pêches parce qu'il y a des espèces qui étaient en voie d'extinction. Fait qu'il y a un peu ça, c'est un écosystème particulier, le lac Saint-Pierre. C'est la plaine inondable du Saint-Laurent autour, évidemment, ça profite Pourquoi est-ce que les terres sont si fertiles? C'est parce qu'une partie de l'année, ça peut être recouvert d'eau, tout ça, puis ça enlève un peu de dimension au territoire aussi. Et pourquoi est-ce qu'à certains endroits, les voies de circulation sont aussi éloignées? C'est parce que nos ancêtres se sont rendus compte que ça inondait, puis la route était à recommencer chaque année. Donc, OK, on a compris le message. De respecter, on s'éloigne. Donc, pourquoi est-ce qu'on le voit si peu souvent, le lac Saint-Pierre? C'est à cause de ça. Les voies de circulation se sont éloignées. Alors, le chemin du lac permet d'aller le retrouver à quelque sorte. À certains endroits. Parce qu'il y a bien des endroits où il n'est pas accessible, justement parce qu'il est sur des terres privées. Ou humide. Ou les deux. Inondé, exact. Mais tous les endroits où c'était possible de l'approcher, effectivement, on a pris ces endroits-là, on les a mis en évidence, on le fait traverser le sentier-là, le parcours, en fait. Puis c'est important, mais... Exact. Puis de fait, pour le reste du parc, et d'où le point que j'amenais tantôt, oui, c'est le lac Saint-Pierre, mais c'est tout ce qui touche au lac Saint-Pierre aussi. C'est pas vrai qu'on va marcher 190 km juste autour de ce grand trou d'eau-là, puis qu'on va juste voir l'eau à gauche, puis à droite, ça va être la forêt. T'sais. Non, c'est pas ça le lac Saint-Pierre. Le lac Saint-Pierre, c'est les bassins versants, c'est les rivières qui tombent dedans. C'est justement, c'est les terres agricoles qu'il y a autour. C'est les villages qui sont en bordure de ça. Et les gens qui y vivent, qui ont vécu pendant très longtemps au rythme de ce lac-là. Donc, il y a quelque chose d'autre à voir dans le chemin du lac que le lac Saint-Pierre. Et tu parlais tantôt des enjeux qu'il y a. Faut pas croire que c'est ça. Faut pas croire que c'est un conte de fées, le lac Saint-Pierre. Il y a des gros enjeux. La perche chaude, justement, on en parle beaucoup. Les moratoires sur la perche chaude, entre autres, sont un sujet de conversation même dans la région qui était, je pense qu'à chaque fois qu'on parle de pêche avec quelqu'un dans la région du lac Saint-Pierre, on tombe toujours sur le moratoire. Il y a des gros enjeux. Le lac Saint-Pierre, il va pas super bien en ce moment. Et puis, d'où l'importance, je pense, d'où la raison pour laquelle on s'est dit qu'il faut que les gens le découvrent. Parce qu'il est beau, mais parce qu'il y a besoin d'aide aussi. Parce qu'il y a besoin qu'on fasse attention. On protège ce qu'on connaît, finalement. Exact. Exact. Puis le lac Saint-Pierre, avec les battures, c'est le poumon du fleuve Saint-Laurent. C'est une zone absolument unique en biodiversité. Probablement la zone, ou en tout cas une des zones les plus riches en biodiversité au Québec. Et puis, on essaie de le comparer. Je pense que le plus proche en termes de comparaison qu'on peut faire, c'est les bayous de la Louisiane, ces espèces de terres humides-là, ces zones... Des espèces de petits... Malheureusement, on n'a pas les alligators, là. Ça, tant Jean, mieux. lui, il dit qu'il y a des alligators ailés, là, parce que du maringouin, il y en a. Ah oui, c'est il doit y comme ça avoir qu'on des se console. périodes de l'année où c'est mieux de faire le chemin du lac. C'est mieux mais on se console, justement, de ne pas avoir pu le longer de très près en se disant, c'est vrai que les gens, par contre, ils auraient été très, très, très incommodés. Ça aurait pris des filets. Il y a des zones... C'est dans des en ce moment, ces jours-ci, c'est les mannes, les petits insectes qu'on appelle les mannes. Oui, il y en a. Alors ça, c'est sûr que ça pique pas, mais c'est une nuée de mannes que tu n'es peut pas être capable dérangeant. d'ouvrir la bouche. Ouais. C'est quelque chose aussi. C'est bien de respecter une certaine distance. Pratiquement, quelqu'un veut venir faire le chemin du lac. Donc, il faut s'inscrire. Il y a des frais. Parce qu'il va avoir du matériel, il va avoir des couchers, des ça. Fait que comment ça fonctionne? En fait, ça inclut le 65 $ par personne qui est demandé. Il y a des rabais pour étudiants, mais 65 $ va couvrir le guide du marcheur, le carnet de route et la carte qu'on offre en version papier. Mais aussi, ils ont une nuitée gratuite ici au point d'entrée. Ils pourraient en prendre une au retour aussi s'ils voulaient.
Puis, il y a surtout que à la Maison du Marais, il y a la traverse en bateau. C'est la seule façon de faire le chemin du lac. Il faut passer par là. Parce que sinon, ce serait le 132. C'est vraiment pas intéressant. Donc, ce bateau-là coûte au chemin du lac 60 du passage, à chaque fois qu'il est mis à l'eau. Ouais. Donc, nous, on couvre avec ce que les marcheurs donnent comme inscription une partie de ces frais-là. Eux ont à verser une partie aussi. Mais tout ça contribue et permet que le chemin du lac perdure, évidemment, parce qu'il faut entretenir les bornes. On en avait combien cette année qu'il a fallu refaire? 5-6 qui ont été arrachés, enlevés, volés, on ne sait pas. Ils ont disparu, en tout cas. Fait qu'il faut les refaire, évidemment. Ouais. Tout ça, c'est des coûts. Il faut entretenir le parcours et tout. Fait que, ouais, ça coûte quelque chose, tout ça. Et puis là, quantité limitée cet été. Exact. Ouais. On ne fait pas beaucoup de promos parce qu'on ne veut pas en avoir tant que 4 ça. personnes par jour. Oui, maximum. OK. Puis peut-être parler un peu aussi de la logistique là, pour l'inscription, parce que oui, l'inscription, le 65 $, etc., mais il faut aussi quand même qu'ils réservent leur gîte, etc. Puis Oui, une fois Ouais. effectivement, qu'ils sont inscrits, ils reçoivent le guide du marcheur virtuel, puis là, ils ont toutes les adresses des gîtes, ils peuvent faire leur réservation, on peut les aider aux besoins, il y a un service de traiteur qui peuvent réserver ici sur la rive sud, il y a un service de transport de bagages aussi sur la rive sud. Tout ça fait partie des services qu'on met en place pour que nos marcheurs aient une belle expérience. C'est ça. Puis pour l'instant, les marcheurs, les marcheuses qui veulent venir sur le chemin du lac doivent être autonomes là-dessus, doivent pouvoir justement réserver leur propre gîte. À terme, on aimerait fournir un service clé en main. OK. Quand nos services, on parlait d'automatisation tantôt, là, nos services web seront complétés puis seront à jour, on aimerait fournir un service clé en main. Mais pour l'instant, c'est pas ça. Fait que les gens qui viennent ici doivent quand même être conscients qu'ils ont un travail à faire là, au niveau des appels, des réservations, etc., pour s'assurer que leur parcours ait bien du sens. Ouais. Peut-être que la dame qui voulait le faire en séjour, ben, ça voulait se sauver un peu de ce travail-là, de Peut-être bien, ouais. sauver des soirs de gîte Ouais, c'est ça, peut-être à la course ou distancer les maringouins. Mais c'est sûr que, parce que pour faire 190 km en 7 jours, il faut marcher. Il faut être un athlète, mais il y en a qui le sont. Ouais. Moi, je pense que Ah ouais. c'est faisable. C'est faisable. C'est faisable, C'est bien faisable. sûr. Il y en a qui peuvent marcher 30-35 km. Ah, oui, sans problème, il y en a qui peuvent le faire. Ouais. Alors, Joanne Filiatro, David Beauchemin, on a parlé de Vesmir Grandeur Nature, on a parlé des éditions Timantou, on a parlé de Production Vision, et là, on a parlé du Chemin du Lac, votre gros projet en 2023, l'accouchement. Yeah. Et là, ben, venez les gens marcher le lac Saint-Pierre, découvrir la faune, la flore, des gens accueillants. Alors, c'est un rendez-vous. On vous remercie pour toutes ces initiatives. Merci beaucoup, Merci François. aussi pour cette entrevue. Ça m'a fait plaisir. plaisir. Merci.